Un, deux. Un, deux, test. Ça vient normalement. Philippe. Encore. Comment allez-vous? Un, deux. Est-ce que ça... Un. Non, ça... Ah. Allô. Bonjour, monsieur. Il est quelle heure? 26. Prenez votre temps. Un, deux, trois. Ah, encore quelques petites minutes avant de commencer. 3 minutes pour être plus exact. J'espère que vous allez bien. Belle journée de présentation aujourd'hui. Il est 3h29, donc je vais estimer qu'on est prêt à y aller. Donc bonjour tout le monde, bien heureux de vous avoir avec moi en cette dernière rencontre de l'Agile Tour. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc aujourd'hui, ma présentation, ça porte sur expérimenter en continu. C'est bien beau en théorie, mais
comment on le met en pratique. Donc, aujourd'hui, dans ma présentation, on va parler beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, d'expérimenter en continu. Je vais présenter au début la partie théorique, donc des éléments que vous connaissez probablement déjà, et par la suite, je vais parler plus d'obstacles qu'on vit au quotidien dans le processus d'expérimenter en continu. Et j'espère vous convaincre de façon de faire pour passer à travers ces obstacles-là et bel et bien expérimenter en continu. Pour commencer, je m'appelle Raphaël Van Coppenol. Je suis directeur produit chez Nexap. Donc, ça fait 3 ans que j'ai le poste de directeur produit chez Nexap. Je suis un grand fan de tout ce qui touche aux produits de manière générale. Donc, dans mon passé, j'ai touché aux produits hardware avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et aujourd'hui, je suis dans le merveilleux monde des produits logiciels. Donc, je m'intéresse beaucoup au Lean et justement à l'ajout de valeur idéalement en continu, comme j'espère vous le présenter aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais, je travaille pour Nexap, qui est une entreprise de services. Et dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, en fait, Nexap, c'est très intéressant ce qu'on vit parce qu'on a différents clients, différents domaines d'affaires qu'on voit, différents processus qu'on travaille avec nos différents clients. Donc, c'est un environnement propice pour l'amélioration continue. Et on a aussi notre propre produit qu'on développe qui est Axify, qui est au-delà de la mission principale qui est d'aider l'amélioration continue. C'est aussi, je dirais, un peu un terrain de jeu pour des pratiques qu'on veut tester, des nouveaux processus qu'on veut essayer. Donc, beaucoup des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui sont tirés de faits vécus à la fois chez nos clients et dans notre produit qu'on développe avec Axify. Donc, tout d'abord, je parle d'expérimenter en continu, mais expérimenter, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est tiré de la démarche scientifique. Donc, on se pose une question, on formule une hypothèse, on se fait un plan, on fait notre expérimentation et on valide si ça atteint le résultat qu'on pensait avoir. Donc, la démarche scientifique, de manière très de base, on peut prendre un exemple comme je me pose la question, est-ce que ajouter du sel dans de l'eau, ça fait en sorte que l'eau va bouillir plus vite? On peut formuler l'hypothèse que ajouter du sel dans l'eau, ça va faire en sorte justement que l'eau bouille plus vite. On peut faire notre expérimentation A, B, testing A, B, et on va découvrir que justement ajouter du sel dans l'eau, ça ne fait pas bouillir l'eau plus vite. Mais ça, c'est quelque chose de très scientifique. On a les données, tout est contrôlé, donc c'est relativement facile. Alors que expérimenter dans notre day-to-day, si je vous donne un exemple plus proche, par exemple, de ma réalité, où est-ce que peut-être à la mi-octobre, je me posais la question, j'ai pas beaucoup avancé pour ma présentation de l'Agile Tour. Je me pose la question, est-ce que la structure que j'ai en tête par rapport à ma présentation fait du sens? Donc, j'ai formulé une hypothèse, c'est-à-dire j'ai formulé un agenda que j'ai présenté à des collègues et rapidement, avec très peu d'efforts, j'ai été récolter du précieux feedback. Donc, mes collègues m'ont dit « Hey, Raph, est-ce que tu as pensé à ça? Je pense que je parlerais de ça avant ça. Est-ce que tu as vu telle étude qui parle déjà de ces éléments-là? » Donc, rapidement, avec très peu d'efforts, j'ai été chercher du feedback qui m'a beaucoup aidé dans ma présentation. Vous comprendrez à travers cet exemple-là que c'est quelque chose qu'on essaye de faire au niveau du développement logiciel, qui est, grosso modo, de formuler une hypothèse et d'aller valider cette hypothèse-là le plus rapidement possible à travers de l'expérimentation. J'ai ajouté cette citation de Hal Varian, le Chief Economist de Google, que je trouvais bien intéressante, avec un titre, ma foi, accrocheur, donc « Experiment or Die ». C'est assez dramatique, mais Hal Varian le positionnait comme ça, donc être en mesure de valider le plus rapidement possible si ce sur quoi on travaille apporte de la valeur, peut faire la différence entre la survie et l'extinction de l'entreprise. Vous l'avez vu un peu dans le keynote d'aujourd'hui, donc des exemples comme Kodak font en sorte que, en fait, l'extinction, elle est bien réelle. Donc, quand on n'expérimente pas, il y a une réelle probabilité de l'extinction. Sinon, si on parle d'expérimenter en continu,
En fait, je vais l'aborder très rapidement ici, là, dans le contexte de la présentation. J'ai fait une présentation avec mon collègue Alexandre Roche l'année dernière à l'Agile Tour à ce sujet-là. Je me suis auto-cité là, dans la source. Donc, créer le bon produit, un long fleuve tranquille, où est-ce qu'on parlait uniquement de cette boucle-là d'expérimentation en continu. Mais si on revient un peu à la base, donc l'exploration, quand on est en développement logiciel, donc on va explorer quel est le prochain incrément qu'on va vouloir ajouter au produit. On va se baser sur des données, sur du feedback utilisateur, sur des feedbacks qu'on a même reçus au niveau de l'équipe et on va prendre une décision. Donc, on va prendre une décision du prochain incrément qu'on veut ajouter. On va essayer de découper notre travail le plus petit possible et on va le livrer pour valider si cet incrément ajoute réellement de la valeur. Donc, si on le met avec la méthode scientifique, donc on se pose une question, donc on va aller faire, par rapport à notre exploration, on va émettre une hypothèse, on va se faire un plan de match, on va expérimenter par la suite et on va obtenir des résultats qui apportent de l'eau au moulin par rapport à notre exploration, notre prochaine question qu'on va se poser, notre prochaine hypothèse qu'on va émettre. Donc, les bénéfices d'expérimenter en continu. Il y a 3 grands bénéfices que j'expose ici dans la présentation. Donc, les grands bénéfices de l'expérimentation en continu, c'est bien sûr la validation de nos hypothèses le plus rapidement possible. Donc, tant que ce n'est pas dans les mains des utilisateurs, tant qu'on n'a pas reçu un feedback, on n'est pas en mesure de valider si cette hypothèse avait vraiment de la valeur. Donc, le but de l'expérimentation en continu, puis je dirais le principal, c'est vraiment de savoir est-ce que ce qu'on a comme hypothèse, ça apporte réellement de la valeur, oui ou non. Dans le processus pour expérimenter, il y a aussi avoir la capacité d'avoir la flexibilité pour pivoter. Donc, dans cette capacité-là, c'est des processus qu'on met en place. Donc, dans l'expérimentation en continu, on a des processus qui font en sorte qu'on a une culture de changement, que c'est facile de pivoter. Donc, s'il y a une nouvelle opportunité, si, par exemple, il y a une pandémie qui arrive, bien, on est capable de changer notre plan de match et rapidement prendre opportunité sur justement des opportunités qu'on peut avoir. Donc, avoir cette capacité de changer de direction, c'est pas quelque chose qu'on apprend très facilement, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter dans notre processus pour y arriver. Et il y a aussi le concept très de base là, de diminuer les pertes, donc l'aspect de fail fast. Donc, quand on va vouloir développer quelque chose, on va, si par exemple ça n'ajoute pas de valeur, bien, on veut le savoir le plus rapidement possible pour diminuer nos pertes. Donc, basé sur une étude de Microsoft, je regardais l'information de 33% des idées apportent de la valeur. Donc, il y a 33% des idées qu'on va vouloir apporter, qu'on va vouloir expérimenter, qui en fait diminuent la valeur par rapport à ce qui était là avant. Il y a 33% des idées qui ont une valeur neutre, c'est-à-dire qui ont la même valeur que ce qui était là avant, mais qui vont quand même avoir des coûts supplémentaires parce qu'on l'a développé. Et il y a réellement 33% des idées qui vont vraiment ajouter de la valeur au produit. Dans l'exemple de 33% qui diminue la valeur, Microsoft donne un exemple très simple d'un outil de sondage. Donc, quand il utilisait une fonctionnalité, l'utilisateur se faisait demander « Est-ce que vous avez aimé votre expérience, oui ou non? » Et quelqu'un a eu l'idée de dire « Au lieu de mettre oui ou non, on va mettre un système à 5 étoiles pour mieux comprendre si les gens aiment vraiment le service ou non. » Mais en fait, en implémentant cette idée-là, 80% des gens ont arrêté de répondre au sondage. Donc, cette nouvelle idée-là, qui semblait une très bonne idée à la base, bien, en fait, elle a diminué la valeur. Donc, la capacité d'expérimenter pour aller chercher cette information-là est très importante et ce qui nous mène à croire que, puis qui est très réel, que c'est plus important de focusser sur expérimenter le plus rapidement possible, le plus d'idées en continu, plutôt que d'essayer de trouver la meilleure idée possible. C'est pas une course à la meilleure idée, c'est une course à qui peut tester le plus d'idées en continu. Donc, si on prend cet élément-là de 33% des éléments qui ajoutent de la valeur, donc si on pense en termes de retour sur investissement, sur un mois calendrier, on a 30 jours, par exemple. Si on fait 3 expérimentations dans un mois, bien, on a la probabilité qu'une seule de ces idées-là ajoute de la valeur. Alors que si on expérimente à tous les jours,
ben, sur 30 jours, on a la probabilité d'avoir 10 idées qui ajoutent de la valeur. C'est très mathématique, mais grosso modo, plus on expérimente, plus on a de chances d'avoir des idées qui ajoutent réellement de la valeur. Et côté, je dirais, retour sur investissement au niveau de ne pas perdre de l'argent. Donc, si on fait 1 mois de développement pour aller mettre le produit dans les mains des utilisateurs et on s'aperçoit que l'utilisateur n'aime pas le processus, n'aime pas le nouveau feature, en fait, arrête de l'utiliser, ben, on va toujours se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour aller chercher ce feedback-là plus rapidement? Donc là, ça m'a pris 1 mois de développement pour m'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire plus rapidement pour aller chercher ce feedback-là? Donc, vous allez me dire, « Wow, c'est donc bien beau expérimenter, il y a juste des bénéfices. Où est-ce qu'on signe, Raph? C'est donc bien cool, je veux expérimenter toujours le plus possible en continu. » En réalité, valider rapidement nos hypothèses, expérimenter en continu, c'est un concept qui est bien présenté là, dans les belles conférences que je vous fais comme en ce moment. Donc, tout le monde est bien content, on expérimente tous en continu. Dans la réalité, je vois trop d'exemples où est-ce qu'on passe beaucoup de temps, de longues périodes de temps, à développer quelque chose sans parler aux utilisateurs, sans aller chercher de feedback. Et ce qui me porte à me poser la question, pourquoi ça semble évident, mais que ce n'est pas tout le monde qui embarque dans l'expérimentation en continu? En fait, c'est plus dur qu'on le pense de pouvoir y arriver et expérimenter en continu. Et ce que j'entends le plus, c'est « oui, mais moi, dans mon contexte, pour telle raison, je ne peux pas y arriver, j'ai telle chose qui m'empêche d'expérimenter en continu. » Donc, pour la suite de la présentation, on va un peu se poser la question « now what? » Donc, tout le monde dans la salle, vous êtes à différents niveaux de maturité au niveau de cette expérimentation en continu. Donc, de mon côté, tout dépendamment du niveau de maturité, je vais toujours me poser la question, c'est quoi notre prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut changer à partir de maintenant qui va faire une petite différence et qu'on va plus avoir la chance d'expérimenter en continu? Donc, dans les prochaines slides, je vais vous parler d'obstacles qu'on peut vivre dans le processus d'expérimenter en continu. Je vais toujours le positionner, donc pourquoi c'est dur, donc la problématique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver, pour expérimenter plus en continu. Donc, la première problématique, une problématique qui est quand même très importante, c'est quand on a des voix influentes qui n'y croient pas, qui sont des détracteurs de l'expérimentation en continu. Donc, l'aspect de voix influentes, j'ai laissé ça très large dans l'objectif de dire on peut penser que c'est des supérieurs hiérarchiques. Mais ça peut être aussi des gens dans notre équipe qui ont beaucoup d'expérience et que dans leur expérience passée, c'est pas comme ça que ça fonctionnait et ils ont quand même ils ont beaucoup de choses à dire et ça fait en sorte qu'ils ont de l'influence dans le processus. Donc, ça peut être plein de différentes personnes. Je vais laisser ça très vague en les appelant les voix influentes. Donc, ces voix influentes-là pourraient nous dire quelque chose. Donc, je sais ce qu'on doit développer. Pas besoin de tester nos hypothèses. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que, viens me voir quand c'est complété. De notre côté, on pourrait se dire, ben, je vais livrer ce qu'ils veulent, je fais ma job. Au final, c'est eux qui veulent développer ça. Au pire, si personne l'utilise, ben, justement, moi, j'ai fait ma job. Trop souvent, c'est quand même ça qui se passe. Donc, on se fait donner un mandat sur un très long terme et en fait, on se dit, ben, on va le développer, puis au pire, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Deuxième option, on peut leur rappeler qu'ils ont rarement raison, ces voix influentes, qui nuisent plus qu'ils aident en réalité, puis que leur apprentissage du passé, ben, ça ne s'applique pas dans notre situation. Je ne vous le conseille pas. Ça n'aura sûrement pas de bons résultats. Puis en fait, ça ne va rien faire avancer de leur rappeler ces 12 éléments. En fait, là, je le positionne un peu de manière humoristique, là, mais on est tous dans la même équipe. On veut tous y arriver et il faut se rappeler que les voix influentes ne sont pas influentes pour rien. Ils ont eu des éléments dans leur vie qui les a amenés à être influents, puis en fait, vous les appelez des voix influentes. Ou en tout cas, c'est moi qui les appelle de même, mais ils ont une influence. Il faut les embarquer dans notre processus.
je vais parler de différents besoins que les voix influentes pourraient avoir. C'est-à-dire, hey, on va développer telle fonctionnalité, on l'a vendu à un client, il a accepté. Si on développe la fonctionnalité, on gagne le contrat. C'est ça qu'il faut développer. De notre côté, c'est important de prendre cette information-là et de bien faire comprendre à la voix influente qu'on veut gagner le contrat. On est dans le même processus. On comprend que gagner des contrats, mine de rien, c'est ça qui fait qu'on a un job aujourd'hui. Mais on veut aller un petit peu plus loin. Comprendre le besoin, comprendre le problème derrière cette fonctionnalité-là qui doit être développée. Puis, en fait, faut pas le faire en catimini. On en parle et on se dit, OK, on va aller rencontrer le client, bien comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et on va établir un plan. On va établir un plan d'expérimentation avec le client. Donc, peut-être, on va se dire, hey, on va te revenir avec un flow ou on va sketcher quelque chose avec le client et, en fait, on va s'assurer que ça lui apporte de la valeur au fur et à mesure. Puis, en fait, procéder de cette façon-là, ça amène plus souvent qu'autrement à participer à gagner le contrat et ça rend la voix influente bien contente. Deuxième élément dont je suis coupable personnellement, c'est d'avoir des intuitions. Oh, telle fonctionnalité, telle chose, je le sais que ça apporte de la valeur. J'ai une intuition, j'ai un feeling, donc je le sens qu'il y a un besoin au niveau du marché. Je l'ai souvent entendu, là, c'est ça qu'on a de besoin comme fonctionnalité. Puis quelque chose qu'un de nos PO a fait que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a trouvé un moyen de prendre nos intuitions et les ramener en données. Comment il a fait? C'est qu'il nous a assis, les managers, dans une salle, il nous a dit, bon, si vous aviez 100 pièces, vous avez 100 pièces chaque, voici le backlog de choses à faire, voici toutes les fonctionnalités qu'on a déjà priorisées, puis là, tu as une nouvelle idée, tu as une nouvelle intuition de qu'est-ce qui doit être fait, ou un nouvel élément qu'on va ajouter. Comment tu le priorises avec ton 100 $? Donc, il nous a amenés dans l'action. En faisant ça comme ça, il nous a rappelé aussi tout ce qui était déjà prioritaire puis qui apportait effectivement de la valeur. Mais surtout, il a amené une donnée probante. C'est-à-dire, par exemple, si on mettait 50 pièces sur une fonctionnalité, ben ça aidait à pondérer et prioriser par la suite les fonctionnalités. Donc, oui, on ne priorisait pas juste avec ça, on priorise avec des feedbacks utilisateurs, on priorise avec des métriques d'utilisation, mais l'intuition et le feeling du management qui a trouvé un moyen de le transformer en données qui permet d'aider la priorisation. Il y a aussi les voix influentes qui peuvent se dire « Hey, je vois la fonctionnalité qui est à développer, je sais comment on peut l'ajuster, faites juste faire exactement ce que j'ai en tête. » Puis là, ben en fait, pourquoi pas l'amener directement dans l'action? Puis ça aussi, ça a eu de très bons résultats. Quelqu'un voit la fonctionnalité qui est à faire. Ben, faisons une rencontre, on a un whiteboard, on a des post-it, peu importe, on sketch qu'est-ce que tu as en tête. Puis justement, en amenant la personne dans l'action, ben, tu te rends compte qu'en sketchant, ben, il y a des niveaux de complexité plus élevés. Pour avoir ce que tu as en tête, ben, il faut que tu connectes plein d'autres affaires. Fait que là, ça amène la voix influente à mieux comprendre c'est quoi qui est impliqué par rapport à ce qu'il y a en tête. Et en fait, ça l'amène dans l'action, toujours dans l'objectif, encore une fois, d'expérimenter. Puis si ça a réellement de la valeur, en fait, si ce qu'on a dessiné, ça peut ajouter quelque chose, ben après, on peut le présenter à des utilisateurs. On a déjà quelque chose, donc on peut peut-être le mettre un petit peu plus beau, là, mais le présenter pour déjà avoir un premier feedback. Donc ça, c'est 3 éléments au niveau des besoins, mais il y a quand même quelque chose, des prérequis qui aident au niveau de structurer cette expérimentation-là, structurer les besoins, c'est d'avoir des objectifs moyen terme. Donc, je l'ai positionné comme ça, mais vous l'avez vu avec des voix ce matin. Donc, quand on parle d'outcomes, viser un objectif à moyen terme, comme par exemple augmenter le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, diminuer le churn, augmenter le temps d'utilisation. Donc, avoir une métrique sur une période déterminée, exemple 3 mois, de dire on vise tel objectif, ça aide énormément dans toutes les discussions, surtout au niveau de la priorisation. Je vous donne 2 raisons principales pour les objectifs, puis une, je la mets à la négative, mais si on n'a pas d'objectif, le management peut jamais être heureux. On livrera jamais assez de fonctionnalités. Il faut toujours livrer plus de stock. Si on a des objectifs, comme par exemple augmenter le nombre d'utilisateurs, ben au moins on a quelque chose à atteindre. On peut définir des fonctionnalités qui vont faire en sorte
qu'on va augmenter le nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, ça fait en sorte que le management peut être content et l'équipe peut avoir une direction au niveau de la priorisation. Il y a aussi un autre élément qui est ça permet à l'équipe de challenger les décisions. Puis ça, c'est super important aussi parce qu'on peut des fois prendre des tracks, de se dire « Oh, je vois telle opportunité, j'ai telle intuition, oh, on va aller dans cette direction-là. » Puis là, ce qui est super puissant, puis ça m'est arrivé personnellement, c'est quand un développeur te demande « Mais là, telle fonctionnalité, comment ça nous aide à aller vers notre objectif? » Ouais, puis là, ça fait mal un peu en dedans quand tu n'as pas nécessairement la réponse à cette question-là, mais vu que l'objectif est clair pour tout le monde, bien, ça permet à tout le monde de challenger puis justement de se permettre d'aller dans la bonne direction. Puis le deuxième point, bien, c'est un peu un prérequis, je veux dire, universel, mais comment on mesure la valeur? Qu'est-ce que c'est la valeur? Bien, en fait, si on ne se mesure pas, c'est très difficile. Puis je le dis ici parce que je vois trop d'entreprises qui ne mesurent pas l'impact d'une fonctionnalité qu'ils vont ajouter ou se mesurer comme équipe, comment on progresse en tant que tel. Donc, se mesurer, c'est super important. Donc, les deux éléments ici, ça permet de prioriser, aligner et s'assurer qu'on apporte réellement de la valeur. Donc, je vais avec deux autres points pour nos voix influentes, mais j'y vais plus du côté des craintes. Donc, une des craintes d'une voix influente, ça pourrait être de dire, si je présente quelque chose d'incomplet, bien, je vais perdre la crédibilité. Je vais perdre la crédibilité si justement le produit est incomplet. Là, c'est très important de bien expliquer le processus de qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'expérimentation. Puis ça, c'est important et pour la voix influente et pour le client. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Il faut établir un plan de match, puis il faut s'en tenir à ce qu'on a dit avec notre client. Donc, il faut le rendre très visible le plus possible. Et il y a aussi l'aspect de, on ne va pas le présenter à tout le monde nécessairement. On ne va pas aller présenter ça à toute l'entreprise. On va cibler des early adopters, donc un bassin de gens qui aiment ça tester chez notre client. On va trouver certaines personnes, ça peut être une, ça peut être 2-3 personnes, ça peut être 10% des utilisateurs, mais on va aller chercher des gens qui aiment tester des fonctionnalités incomplètes. Là, j'ai mis une techno, l'aspect d'avoir des feature flags, l'aspect de pouvoir releaser des fonctionnalités seulement à certains utilisateurs, pouvoir faire du A/B testing, mais c'est seulement un exemple. Dernièrement, on a utilisé beaucoup Maze, qui nous permet de tester différents éléments UX avec nos clients avant de pouvoir développer. Donc, d'être capable d'avoir des technologies qui nous aident à cibler certains utilisateurs qui aiment ça tester. Donc, on ne va pas perdre notre crédibilité, mais ça va nous aider à justement avoir la capacité d'ajouter de la valeur. Deuxième élément, c'est l'idée que expérimenter, ça va nous faire perdre du temps. Puis c'est quand même un point important parce que quand tu le regardes de l'extérieur, puis la réalité, c'est que je ne peux pas vous mentir, oui, ça ajoute du temps. Si tu vas chercher du feedback de quelqu'un, ben si tu ne vas pas chercher le feedback, ben tu ne prends pas ce temps-là, fait que tu peux faire d'autres choses pendant ce temps-là. Mais il faut toujours se remettre en tête que ce temps-là, oui, il est investi à quelque part. Oui, ça nous prend du temps, mais ça ajoute de la valeur. Puis c'est toujours l'aspect de revenir. Si on passe un mois pour développer quelque chose, puis qu'au final, personne ne veut l'utiliser, comment ça nous aide? Comment ça aide la business d'aller dans cette direction-là? Fait plus on va vouloir expérimenter, oui, si ça prend un peu de temps, ça prend du temps, mais ça vaut la peine, puis on a un retour sur investissement de le faire. Et il y a aussi l'aspect, je dis, qui est très rassurant pour tout le monde, puis qui est un peu contre-intuitif, mais c'est donner de la visibilité. Pourquoi je dis que c'est contre-intuitif? C'est que ça prend du temps de donner de la visibilité. Donc, pour être en mesure de donner cette visibilité-là, ça prend un effort humain. Mais quelque chose qu'on a fait dernièrement, puis c'est un de nos product owners qui l'a fait, on a développé un product wall. Et puis, ça donne de la visibilité sur nos expérimentations en continu. Donc, ça sort semi-bien en ce moment sur l'écran, mais grosso modo, c'est un Miro et on voit les initiatives design en continu. On voit où est-ce qu'ils sont à chacune des étapes. On voit les éléments de développement. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans nos éléments de développement? On a toujours nos objectifs en tête. On a la stratégie produit. On a des feedbacks utilisateurs. On a même un draft, donc on expérimente en continu, même avec notre Miro. Donc, c'est des éléments qui sont plus ou moins finis. On a des métriques qu'on suit.
on a des leads, les leads qui sont chauds, puis les leads qui sont plus proches de fermer. Donc, ce qui est très intéressant de là, c'est de cet outil, de ce qu'on a mis en place, c'est tout le monde offre de la visibilité. C'est pas juste à l'équipe de dire c'est ça qu'on fait. Donc, les ventes expliquent aussi leur processus, puis c'est quoi leur démarche. Puis ça permet à tout le monde de se parler et de présenter l'expérimentation. Donc, ça donne une sécurité de se dire je comprends qu'est-ce que l'équipe est en train de faire. Deuxième élément, puis là, je l'ai touché légèrement avec les voix influentes, mais c'est la perception que ça prend du temps expérimenté. Donc, quelque chose qu'on peut se dire entre nous, là, c'est de se dire, OK, là, j'ai abordé la situation au niveau de l'équipe, mais surtout des PO et des devs, là, mais de se dire, quand je vais commencer quelque chose, je vais tout faire en même temps. Je suis rendu là, je vais m'assurer que c'est clean, je vais tout faire en même temps. Comme ça, je vais sauver du temps au final. Donc, au niveau des équipes, on peut percevoir que ça prend plus de temps de devoir découper notre travail. Comme par exemple, si on prend une story qu'on avait l'habitude de faire avec 15-20 critères d'acceptation, de slicer notre story puis de les faire seulement pour tester une seule hypothèse et d'aller faire une seule story à la fois, puis une story qui, je dirais justement, 20 critères d'acceptation pourrait terminer à être 20 stories différentes. Donc oui, ça demande un effort de l'équipe. Il faut découper notre travail. Mais de l'autre côté, vous avez probablement déjà vécu, puis là, je ne sais pas si vous pointez vos stories ou non, mais la fameuse histoire où est-ce qu'il y a une story qui a passé de 5 à 21 points et où la story est devenue une épique, puis ça fait 1 mois qu'on travaille sur la même story, puis en fait, il y avait tellement de critères d'acceptation que là, toute l'équipe s'est dit, tant qu'à être là, je vais faire ça aussi, tant qu'à être là, je vais être là aussi, puis là, au final, dans le fond, on livre pas cette valeur-là qui était potentiellement là dans cette story, en fait, à travers probablement beaucoup d'autres stories. Donc, ça vaut la peine de découper notre travail. On est beaucoup plus en mesure, on a beaucoup plus la capacité d'expérimenter en continu si on découpe notre travail en plus petits morceaux. Et au niveau du code, juste disclaimer, donc je ne suis pas développeur, mais ce que je vois de mon côté, c'est que beaucoup du travail de développement et le bottleneck est au niveau de la review. Donc, ce que j'observe au niveau des développeurs, c'est quelqu'un qui regarde une PR et qui se dit « ça va me prendre 45 minutes la faire ce PR-là, de faire la review ». Tout le monde no eye contact, personne la regarde, puis là, elle reste là, puis elle reste là pendant plusieurs jours, puis personne ne la review. Donc, si l'équipe de développement est capable de découper son travail en plus petits morceaux, ça facilite beaucoup la révision, ça facilite beaucoup la validation au niveau du développement aussi. Et au niveau des utilisateurs, on pourrait avoir certains utilisateurs qui nous disent « Hey, attends de venir me voir avec une batch, une bonne batch de trucs à valider. Viens pas me voir souvent, là, fais juste venir me voir avec une grosse batch quand j'ai besoin pour que je puisse te donner du feedback. » Donc, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que si on fait ça, donc si on attend d'avoir une grosse batch avant de donner du feedback, la réalité, c'est qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir du feedback. Parce que si c'est trop gros, c'est la même chose que les développeurs puis au niveau des stories. Quand c'est gros, tout le monde le regarde puis est comme je vais faire ça plus tard. Alors que si on offre la possibilité à notre utilisateur de faire plusieurs petits feedbacks au quotidien, de donner plusieurs petits feedbacks au quotidien, là, c'est beaucoup plus facile de dire OK, je prends 5 minutes, je regarde ça, oui, non, c'est parti. Et surtout, si on l'offre, cette possibilité-là à l'utilisateur, il peut le faire quand il veut. Donc, si on lui donne une opportunité, on lui dit « Hey, peux-tu me donner du feedback, mettons, le mardi, jeudi, puis le vendredi? » Si le vendredi en après-midi, lui, il a plein de temps pour le faire, mais il se dit « Hey, je vais faire mon feedback de la semaine. » Mais on lui a donné l'opportunité de le faire quand il voulait. Donc, on lui a donné cette flexibilité-là. Donc, le troisième point que je dirais qui est notre l'élément, un obstacle qui est tous en nous tous par rapport à l'expérimentation en continu, c'est l'humain. Donc, l'humain,
on a été formaté à travers notre vie à donner des travaux complets. On aime ça quand c'est clean, on aime ça quand c'est beau, on aime donner des choses qui vont nous rendre fiers, on aime penser au edge case, on aime donner quelque chose qui est considéré comme complet et on a un sentiment que ça nous protège d'une critique potentielle plus on donne quelque chose de complet. Et on a aussi un peu l'ego qui est, la critique, c'est pas le fun. On n'aime pas ça tant se faire critiquer. On le prend un peu personnel. Oui, on critique le travail, mais en réalité, on le prend personnel. Puis, en fait, on veut pas être blessé. Donc, expérimenter en continu, si on voit ça très rough, là, c'est un peu se faire critiquer en continu. Parce que si ça ajoute pas de valeur, c'est discarté. Donc, plus on va expérimenter en continu, plus on augmente le niveau de critique. Par contre, en fait, si on attend longtemps, donc on développe quelque chose pendant 1 mois, puis après on va chercher du feedback, la critique est pas mal plus grosse parce que le travail est bien plus gros, puis là, t'es comme, voyons, c'est pas à ça que je m'attendais, puis ça va pas me servir à rien. Fait que là, tout d'un coup, ça devient une très grosse critique. Alors que si on développe plusieurs petits éléments en continu, là, c'est un tout petit élément. Ah, c'est pas ça que j'imaginais, je pense que je ferais ça à la place. OK, parfait, je corrige ça, puis ça prend pas beaucoup de temps. Puis à la limite, là, je l'ai pas ajouté, je l'avais au début, là, mais je voulais pas être paternaliste, mais tu sais, la critique est constructive et c'est pas si pire que ça. Mais la réalité, c'est quand même, plus on le fait, plus on devient habitué à avoir de la critique et ça devient plus facile de le faire. C'est pire qu'on peut imaginer. Et mon dernier point, je dirais que c'est quasiment l'élément le plus simple que je vois qui est le plus manqué dans une rencontre où est-ce qu'on veut avoir du feedback, c'est d'annoncer nos couleurs, gérer les attentes. Ça m'arrive trop souvent d'arriver dans une rencontre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, puis là, on se fait présenter quelque chose qui pourrait ressembler à des maquettes ou quelque chose qui a de l'air quand même fini, puis là, tout d'un coup, on dit « Hey, moi, c'est pas ça que je m'attendais. » Puis là, tout d'un coup, là, on se dit « Hey, là, on n'est pas rendu là, l'équipe est... » Là, tout d'un coup, ça devient un peu là, une tempête dans un verre d'eau, puis là, il y a un peu de drama dans la rencontre, puis au final, si au tout début de la rencontre, on avait simplement nommé l'objectif, « Hey, on est rendu à telle étape, notre produit est incomplet, mais on vient valider cet élément-là, puis on est là pour recevoir du feedback. » Ah, tout d'un coup, ça met tout le monde dans un bon état d'esprit. Je comprends pourquoi je suis là. Je comprends que c'est pas final. Fait que tout d'un coup, la rencontre devient constructive. Puis là, je l'ai mis ici, là, mais ça semble tellement simple. Puis la réalité, c'est que souvent, je vois que ça ne se fait pas. Donc, je vous le dis, pour nous protéger comme humains de cette critique-là, annoncer nos couleurs, avoir un objectif dans une rencontre, ça aide beaucoup. Je l'ai vu ailleurs dans une autre présentation, mais très important d'avoir un objectif dans une rencontre, c'est annoncer nos couleurs au début. Donc, j'ai parlé de beaucoup d'éléments dans la présentation en ce moment par rapport aux équipes en tant que telles. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau de l'organisation, il y a des éléments qui sont très importants. En comprenant que ça a un réel avantage d'expérimenter en continu, mais que c'est pas toujours facile de le faire, mettre un environnement où est-ce qu'on peut collaborer, qu'on peut s'entraider dans une équipe, c'est super important, puis ça prédispose les gens à pouvoir expérimenter encore plus en continu. Donc, prédisposition au niveau des équipes. Deuxième élément, c'est l'aspect de se dire, on n'est pas management contre l'équipe, on est tous ensemble là-dedans. Donc, on partage les risques. Tout à l'heure, vous le voyez avec l'équipe de vente. Donc, ils comprennent qu'on expérimente en continu, puis nous, ils disent « Hey, regarde, ce lead-là, il est chaud, donc il faudrait peut-être, si on veut les closer, il faudrait les prioriser. » Donc, on est ensemble, on veut livrer de la valeur ensemble, on veut s'entraider, puis il y a un partage de risques par rapport à ça. Et troisième élément que je considère comme un prérequis au niveau de l'expérimentation, c'est d'être ouvert à la discussion. Si quelqu'un vient vous montrer quelque chose d'incomplet,
ben c'est sûr que si on lui rentre dedans puis on lui dit ben là t'as pas pensé à ça, t'as pas fait ça, ben là c'est sûr que la personne après sa prédisposition à revenir te voir pour expérimenter avec toi ou de te donner des nouvelles idées, c'est probablement diminué. Donc mettre un environnement où est-ce qu'on est ouvert à la discussion, on est ouvert aux nouvelles idées, puis vous l'aurez compris à travers les statistiques aussi à la base. Il y a 33% des idées qui ajoutent de la valeur. Fait que ça veut dire qu'il y a 66% des idées qui n'en ajoutent pas. Ça veut dire qu'on va avoir des échecs. Fait que si on n'est pas ouvert à cet élément-là, ben on est dans une culture où est-ce qu'on va faire exactement les choses comme avant, on va faire des gros blocs, on n'ira pas chercher de feedback, puis au final, est-ce qu'on va vraiment réussir ou non? Telle est la question. Et bon, j'espère que dans cette présentation-là, je vous ai amené à considérer ou à évoluer au niveau de votre vision de l'expérimentation en continu. Ça vaut la peine, mais c'est une aventure. Je vous l'ai présenté au début, ben en fait, tout au cours de la présentation, mais c'est très important pour les entreprises. C'est vraiment le experiment or die. C'est très important pour les entreprises d'expérimenter, mais je dirais que c'est très important pour toutes nos skills, tous ceux qui participent à ça. À chaque fois que vous essayez une nouvelle chose dans votre entreprise pour aller vers l'expérimentation, aller chercher plus de feedback, c'est quelque chose qui va vous être utile dans toute votre vie. Donc, c'est un skills non seulement qui est important pour l'entreprise, mais qui est très important pour vous aussi en tant qu'humain. Ma question pour la fin, c'est qu'est-ce que vous pouvez changer à partir de maintenant qui va faire une petite différence dans votre expérimentation? Donc, merci beaucoup. Hey, c'est le temps pour la bière. Let's go! Fait que si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Puis, go pour la question. Il y a un micro. Il y avait. Ouais. Puis en passant, là, juste avant que vous partiez, normalement, c'est un sujet qui soulève quand même les passions. Là, puis, fait que si ça ne vous tente pas de poser la question directement au micro, ça va me faire plaisir de vous en parler. C'est un peu mon quotidien là, de faire ce genre, discuter de ça. Fait que ça va me faire plaisir d'entendre votre contexte puis de voir comment je peux vous aider ou potentiellement pas. Là. Fait que dans tous les cas, ça va me faire plaisir de vous parler. Oui. J'ai une question pour toi. Quand tu dis expérimenter de façon régulière, j'aimerais avoir ton avis sur quelle stratégie est-ce que tu recommanderais pour fixer une période optimale, c'est-à-dire entre expérimenter à chaque mois ou à chaque heure, Ouais. à chaque jour. Oups, je parlais fort. Ben, là, dans ma présentation, il y a des choses que j'ai passées un peu plus vite, là, mais dans le fond, l'expérimentation, c'est pas seulement de livrer quelque chose en prod. Une première expérimentation qu'on peut faire, c'est rapidement avec un sketch, avec un flow utilisateur, avec un wireframe. On peut aller en staging. Il y a tellement d'étapes dans l'expérimentation que, dans le fond, dans les éléments, là, expérimenter à tous les jours, ça veut pas, ben, idéalement, ça veut dire mettre en prod à tous les jours, mais ça peut être aussi aller chercher du feedback à différents autres niveaux à tous les jours. Puis, quand on me pose la question, est-ce qu'il y a un moment idéal? Ben, c'est un peu de s'entendre avec qui on veut aller chercher du feedback aussi dans cette expérimentation-là, puis de se dire quelles sont ses disponibilités pour aller leur donner aller chercher du feedback. Je reviens sur un point que j'ai présenté tout à l'heure. Je crois que quand on donne l'opportunité aux gens de nous juste dire « Hey, j'ai mis ça en prod et ou hey, voici, j'ai un wireframe que je peux aller tester », ça fait en sorte que les gens peuvent le faire quand ils veulent. Si on a de la disponibilité un jeudi en fin de journée, « Hey, j'aimerais ça te donner du feedback. » Ah, ben on sait déjà qu'est-ce que tu peux me donner du feedback parce que je t'ai déjà tout donné ce sur quoi tu pourrais me donner du feedback. Est-ce que ça répond à la question ou... Une autre question pour la route? Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Let's go, Pat! Yes, thanks. Mais quand on fait ton micro, ça m'a vraiment inspiré. J'étais curieux, ça se remplit-tu automatiquement? Est-ce que tu sais ce qui fait
Non. Yes, très bonne question. Merci, Pat. Donc, la question, c'est le product wall que je présentais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une façon automatique de le feeder? La réponse, c'est non. Donc, juste là, pour vous le dire, là, c'est quelque chose qu'on fait en continu, puis ce product wall-là, il n'existait pas il y a un mois. Fait que je suis je vous le présente parce que je suis bien content. Là. Mais on voulait tester, est-ce que ça a de la valeur? Parce que donner de la visibilité puis que personne ne le regarde, ben c'est plate. Mais je vais vous le dire bien franchement, dans les premières semaines, personne ne le regardait, sauf qu'à un moment donné, mon PO était brillant, était comme, je réponds pas à ta question, va voir dans le product wall. Parce que là, je mets du temps à le faire, là, arrête de me gosser avec tes questions, va voir dans le product wall. Fait que c'est aussi un apprentissage d'y aller. C'est un nouvel outil, comme tout nouvel outil, il faut comme comprendre c'est quoi que ça nous ajoute, mais sérieusement, à chaque fois, avant la revue, je vais voir ce qui a été fait, je suis prêt avec des questions. Fait que ça donne de la visibilité à tout le monde. Ça prend du temps, mais avant qu'on l'automatise, il faut vraiment cristalliser la valeur. Donc, c'est un peu comme le dev. Là. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux automatiser, c'est que tu es déjà pas mal sûr que ça ajoute de la valeur. Puis tu te dis, ce qui ajoute pas de valeur, c'est moi qui remplis ça 2 fois par semaine. Fait que, voilà. Mais non, on est vraiment, en tout cas, perso, je suis bien content de ça. Oui, puis à un moment donné, ben c'est ça. C'est surtout le moment où est-ce que mon PO me dit, notre PO m'a dit, tu sais, Raph, c'est pas juste à moi de remplir des trucs, là. Tu sais, toi aussi, tu me parles des leads, qu'est-ce qu'il y aurait de besoin? Mets-le là-dedans, on va te trouver une section. Fait que ça nous permet, ça nous rend tout le monde accountable de comment ça va au niveau du produit. J'ai bien aimé ça. Autre question? Puis, comme vous voyez, là, je suis très abordable, pas abordable. C'est très facile à discuter, donc ça, encore une fois, je vous le dis, si ça vous tente de venir me parler plus tard, ben, ça va me faire plaisir.